sérieux. Je vous présente Johan. Un tonnerre d'applaudissements pour Johan. C'est pas du tout, mais alors pas du tout évident pour Johan, vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Alors soyez bienveillants avec lui. Applaudissez-lui encore une fois. À l'âge de 11 mois, je suis brûlé sur 30% de mon corps. À l'époque, je vis chez ma grand-mère, avec ma mère, et elle doit aller faire les courses. Et elle décide de me laisser avec son copain de l'époque. Il était censé me surveiller, avoir un œil sur moi, sans plus. Et on ne sait pas pourquoi, il décide de me mettre dans la baignoire, de mettre la température à son maximum et de prendre le pommeau de douche et me brûler sur 30% du corps. Donc évidemment, s'ensuit hôpital avec l'hélicoptère, où je suis mis dans un coma artificiel durant 3 semaines, étant donné que la douleur était, vous imaginez, titanesque. Mais bon, je suis pas là pour me plaindre déjà. Premièrement, c'est l'objectif. Je ne suis pas là pour me plaindre et pas non plus détailler toute ma vie parce qu'il y en a encore beaucoup, j'ai pas envie de vous faire pleurer pour autant. Mais bon, sachez qu'une chose, c'est que tous ces traumatismes, toute cette vie, j'ai oublié quelque chose d'important, excusez-moi. J'ai oublié un truc extrêmement important. J'ai oublié un truc extrêmement important, c'est en fait à l'époque quand je vivais chez ma grand-mère, je vivais dans un contexte assez difficile, le mot est petit, assez violent même. J'ai été agressé physiquement, sexuellement, mentalement. Donc bon après je vous expliquais l'histoire de l'hélicoptère, que je ne suis pas là pour me plaindre, ça c'est clair, sinon je ne serais pas là, ça c'est certain. Et j'aimerais dire une chose, c'est que c'est sûr que je me plains pas, mais ces traumatismes, ces expériences douloureuses ont mis, ces cicatrices surtout, ont mis de longues années à se refermer. Je me présente déjà, Johan Herbé, je pense que vous l'avez compris. Et je suis un enfant de l'ADAS, donc l'aide sociale à l'enfance, je pense que vous connaissez. Et malheureusement, avec tout ce passé assez atypique et tumultueux, les années ont passé et j'ai commencé à développer certaines maladies, on va dire, psychologiques. J'ai en plus totalement oublié mes slides, tellement je suis au fond du... Donc voilà, j'ai commencé à développer certaines maladies psychologiques, des troubles anxieux en fait, on va dire. C'est pour ça que je suis énormément stressé. Donc un trouble panique, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si vous connaissez, trouble panique, agoraphobie. Donc agoraphobie, c'est-à-dire que normalement, être sur une scène avec 130 personnes à côté, c'est impossible. C'est pour ça que j'en chie, là, clairement. Donc, je vous expliquais, un trouble panique, c'est surtout le trouble panique qui m'a beaucoup bouffé. Je vais vous expliquer justement ma première crise. Donc, trouble panique, c'est des crises de panique, mais à répétition. J'ai commencé à faire des crises déjà une fois par mois, jusqu'à ce que ça atteigne 3-4 par semaine. Je vais vous expliquer ma première crise. J'étais en... J'étais en licence d'anglais. Et j'ai dû passer un projet oral. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, j'arrive au tableau, je suis dos au tableau, j'ai la vingtaine de paires d'yeux fixés sur moi. J'arrive à dire peut-être 3, 4, 5 phrases, jusqu'à ce que je perde totalement le contrôle de la situation.
Je suis complètement tétanisé, je transpire comme si je faisais le marathon de Paris, je suffoque, j'arrive plus à respirer, je transpire à grosses gouttes, je vais me rappeler toute ma vie ce moment-là. Ce jour-là, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, j'ai tant bien que mal terminé la prestation, mais évidemment après j'étais pas bien du tout. Ce qui s'est passé, c'est que des semaines, des mois ont suivi, et j'ai un peu eu la panique, et c'est là le trouble panique qui a commencé à arriver, c'est qu'en fait à chaque prestation orale, j'avais peur de refaire une crise. En fait. Donc j'ai toujours esquivé ce genre de truc. Donc voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que avec ma chérie qui est ici, Tracy, elle a eu entre guillemets la malchance d'être désignée pour faire une prestation orale en binôme. Vous connaissez la suite, je pense. Et évidemment, elle savait mon problème, elle savait ce qui se passait, donc elle m'a pas choisi. Elle m'a pas choisi, évidemment. Mais bon, j'étais là avec tout le monde qui me regardait en mode mais c'est ta meuf, merde, qu'est-ce que t'attends, normalement c'est toi, c'est pas à nous de lever la main. Donc déjà, il y avait la pression sociale. Et au final, je me suis dit, je savais pas trop quoi faire. Et j'ai levé la main, en fait. J'ai levé la main en train de trembler pour me dire, je vais le faire, je vais t'aider. Et on avait 3 semaines. 3 semaines pour faire cette fameuse prestation. J'oublie encore mes slides. Et on avait 3 semaines pour faire cette prestation. Et durant 3 semaines, j'étais au fond du trou carrément. J'étais stressé, j'étais en train de pleurer tous les 2 jours, ou même tous les jours. J'étais angoissé mais d'une puissance incroyable à l'idée de faire une crise durant la prestation. Donc au final, je cherchais toutes les solutions possibles et inimaginables pour esquiver la prestation. Au final, j'aurais pu aller voir la prof et lui expliquer, et basta. Mais chose que j'ai pas faite. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'était ça. C'était le suicide. Donc j'ai commencé à avoir cette pensée suicidaire. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, il y a une couille là, il y a un truc qui cloche. Il y a quelque chose qui va pas. Je sais très bien que d'un point de vue extérieur, et je le sais, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est totalement con de vouloir se suicider pour éviter de passer devant des gens. Et au final, j'ai été chez le médecin. J'ai été chez le médecin parce que je trouvais pas ça logique, ça m'a un peu tué sur le coup. Et c'est là que le médecin m'a dit t'as un trouble panique avec une agoraphobie. Et au final, la suite, anxiolytique et antidépresseur. Voilà, c'était quoi mes journées. Et au final, voilà, les semaines passent, les mois passent, et puis je prends mes médicaments comme un bon petit soldat, évidemment. Et un jour, par hasard, je tombe sur un camarade de classe, en fait, dans un amphi. Et en fait, ça faisait au moins 6 mois que l'année avait commencé, mais vous voyez, c'est le genre de camarade que on se rend compte qu'il est là, en fait. Il était là depuis le début, mais en fait, on n'avait pas fait gaffe. On n'avait pas fait gaffe. Et voilà, un peu introverti, dans son coin, qu'on remarque jamais. Et je fais un peu ami avec, je lui parle, il me parle. Et au fil de la discussion, je suis un peu surpris et je me rends compte qu'il a les mêmes médicaments que moi. Il a les mêmes médicaments que moi, donc ça a tout de suite matché. Et la différence, c'est que lui, il me dit d'un air un peu mélancolique, un peu triste, ma famille dit que mes médicaments m'ont changé. Il est plus pareil, il a pris du poids, ça c'est logique, mais il est plus triste, il a moins d'entrain, il a moins d'énergie. Et là, je voyais qu'il était pas bien, donc ça m'a un peu mis un coup. Et au final, toute la journée, j'ai eu ce fameux camarade qui me refaisait le speech qu'il m'avait fait avec les changements dans sa vie à cause de ses médocs. Et le soir même, j'ai dit, je vais m'enseigner un peu plus sur ces médicaments, parce que c'est quand même bizarre. Et au final, je fais quoi, je regarde la liste des effets secondaires. Donc je prends la notice. Je prends la liste des effets secondaires, j'ai oublié le petit slide, attention. Donc la liste des effets secondaires, voilà, c'était un truc comme ça, les effets secondaires. Voilà. Donc fertilité, problème de cœur, AVC, blablabla, il y en avait une bonne quinzaine de lignes. Et là, j'étais désemparé, quoi. Je vois la fameuse liste qui fait 10 mètres et j'avais le speech de mon camarade qui résonnait dans ma tête. Et là, j'ai dit stop, en fait. J'ai pris les... Ça me donne envie de pleurer, pour penser à ça. C'est bizarre. Donc j'ai décidé de jeter les médicaments, ce jour-là.
final, j'ai... J'ai décidé de jeter mes médicaments. J'en ai parlé à personne, pas même à Tracy. Le problème, c'est que c'était quelque chose, sur le court terme, c'était pas une bonne chose, parce que enlever des médicaments aussi forts d'un coup, sans réfléchir, c'est pas bon. Donc je suis tombé dans un syndrome de sevrage. Durant 3-4 jours, j'étais dans un état dégueulasse. Et 3-4 jours plus tard, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai arrêté, c'est super, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Je savais que c'était pas fini, je savais que les crises et tout allaient revenir. Donc j'ai dit, il faut que je trouve quelque chose. Donc je réfléchis à une alternative, je cherche, et je découvre au final le développement personnel. Et je découvre l'histoire que sans doute Enzo connaît, parce que c'est dans le livre de Tony Robbins, Pouvoir illimité, l'histoire de W. Mitchell. Et voilà, W. Mitchell, en 1971, se balade sur sa moto à San Francisco, sous un soleil de plomb, et il suit un camion. Le camion freine sans prévenir, et ce qui se passe, c'est que, évidemment, Mitchell percute le camion. De l'essence se déverse sur lui, et Mitchell s'embrase. Il devient clairement une torche humaine. Il se retrouve brûlé à 65% du corps. La suite, en 1975, donc 4 ans plus tard, évidemment après une longue rééducation et un long séjour à l'hôpital, vous vous en doutez, Mitchell décide de reprendre ses cours de pilotage, une autre de ses passions avec la moto, justement. Et ce jour-là, malheureusement, l'avion de Mitchell, il se crache en fait. Il se crache. Et Mitchell devient paraplégique. Ce jour-là, il devient paraplégique. Sa femme, à l'hôpital, l'insulte de, je cite exactement ce qui est dit, sale estropié frit. Elle l'insulte de ça devant tout le monde. Et au final, on se rend compte que en 4 ans, Mitchell perd sa femme, premièrement. Il perd l'usage de ses jambes. Et il perd au final sa belle peau de bébé, disons. Et Mitchell, aujourd'hui, est conférencier conférencier international et multimillionnaire. Pardon. Donc déjà, cette histoire, elle m'a mis un gros déclic. Moi, je pense qu'on a plusieurs déclics dans la vie, on n'en a pas qu'un seul, mais celui-là, il m'a mis une grosse claque dans la gueule, clairement. Et je me suis dit, il faut que j'aille encore plus en profondeur dans le développement personnel. Et j'ai découvert la zone de confort, sortie de zone de confort, que vous connaissez sans doute, évidemment. Et en termes thérapeutiques, on appelle ça les techniques d'exposition, en l'occurrence situationnelle, technique d'exposition situationnelle. Ouais. Et au final, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire pour me dépasser? Et je me suis mis, entre guillemets, en quête de défoncer toutes ces saloperies de maladies pour quoi j'étais traité. Donc une maladie que j'ai oublié de vous dire qui prenait moins d'importance dans ma vie. Donc je me suis attaqué à celle-ci. En priorité, je me suis dit, on va y aller doucement, déjà que c'était très, très compliqué. Et c'est une maladie que vous connaissez sans doute pas. Attention, la slide, elle est très drôle. Ça s'appelle la téléphonophobie. Et en fait, c'est... Moi, j'étais pas au téléphone, je vais pas avoir peur. Ça, c'est clair. En fait, c'est... Au téléphone, c'est fréquent chez les personnes qui ont un trouble panique. Au téléphone, je suis angoissé, je stresse, j'angoisse, j'ai même limite parfois la nausée. Attention, Stéphane. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Je décide de postuler en tant que téléconseiller sur une plateforme téléphonique où je passe 150 à 200 appels par jour. Donc je fais ça un mois. J'explose au final ma zone de confort, j'explose ma limite. Et avec ça, je suis le meilleur vendeur parmi les nouveaux venus. Donc c'est ultra dingue. Suite à ça, prochaine maladie, agoraphobie. Donc, par exemple ici déjà. Donc l'agoraphobie, qu'est-ce que je décide de faire, si ce n'est aujourd'hui? Je décide de postuler dans un magasin de bricolage, pour un magasin de bricolage en plein été, donc juillet-août, en pleine période estivale où l'affluence est à son comble. Au final, c'est un succès, je vais jusqu'au bout et tout se passe bien. Et dernière chose, celle qui m'a le plus bouffé, disons, le trouble panique. Donc le trouble panique, à la base, si vous n'aviez pas suivi, c'est 99%, même 100% du temps, quand je fais une crise, c'est dans ce genre de situation-là, maintenant. Mais j'ai choisi que ça n'arriverait pas.
Et suite à ça, au final, je me suis rendu compte que plus je me dépassais, plus j'avançais, plus je faisais des trucs de fou, alors que la veille, je pensais que c'était pas possible, plus je me suis rendu compte que je développais au final ma force mentale. Qu'est-ce que la force mentale? La force mentale, c'est un rapport au monde qui permet l'avancement et l'évolution personnelle. Et bah justement, c'est ça qui est drôle, c'est que la force mentale, elle n'est pas innée en fait. Les gens ils pensent qu'elle est innée, mais c'est faux. Des études justement ont démontré que c'était pas le cas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand on se rend compte, ça veut dire un truc de malade. Ça veut dire que Enzo, que je sais pas ton prénom, toi ici, partout, n'importe qui ici, vous avez exactement la même force mentale à la naissance qu'un Tony Robbins, qu'un Elon Musk, etc., etc. Et quand on prend conscience de ça, on se dit en fait, ben, c'est plus qu'à nous prendre le stylo et écrire la page en fait, écrire l'histoire. Et ensuite, plus j'avançais et plus je me rendais compte que la perception du monde autour de moi, bah, elle changeait, évidemment. Mais surtout la perception de moi en fait. C'est surtout la perception de moi qui a changé. Auparavant, j'étais dans... Bah, je suis brûlé à 30%, et je l'ai toujours été. Et en fait, quand je me regardais, quand j'étais moqué, quand j'étais enfant, et tout le bordel, tout ça, je me voyais brûler à 90%, alors que je suis à 30%. Là, aujourd'hui, je me vois brûler peut-être à 5%, parce qu'au final, j'ai décidé de me focaliser sur les 70% restants. Et ça a été démontré que plus vous allez vous focaliser sur une chose, et plus elle va prendre d'ampleur, dans votre vie, et donc dans votre esprit, en fait. Et c'est ça, en fait, la clé. C'est que c'est la perception de vos épreuves, la perception de vos challenges dans la vie, qui va justement créer votre vie de demain, de l'année prochaine, etc. Donc, aujourd'hui, je suis ici, je suis devant vous. Je dépasse ma zone de confort, j'explose ma dernière peur. Ça paraît peut-être con, mais c'est sans doute l'un des jours les plus beaux de ma vie, même si ça paraît peut-être débile. Je vois Tracy me faire pleurer. Aujourd'hui, je ne suis pas encore la personne que je veux être réellement, mais ce qui est sûr, c'est que je suis devenu la personne que j'aurais jamais cru devenir. Et ça n'a pas de prix. Vous aussi, vous avez sans doute des expériences douloureuses, vous avez sans doute des challenges, des périodes difficiles. Maintenant, c'est à votre tour de trouver les ressources nécessaires pour justement les utiliser comme levier. Même si je sais que c'est pas simple, je ne dis pas que c'est facile, je dis juste que ça vaut le coup, justement. Donc à vous d'exploser vos limites, à vous d'utiliser vos cicatrices et de les changer en trophées. Standing ovation, s'il vous plaît, pour Yoann! Je les retiens pour quelqu'un. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qui n'a pas eu les larmes aux yeux dans cette salle? Qu'il sorte tout de suite. Félicitations à toi. Bah, merci, ouais, c'est excellent. J'avais peur, le timing, il me faisait flipper, donc c'est bon. J'ai réussi à me mettre dans ma bulle, ça a été... Et encore, il a passé des moments de sa vie, il a passé des histoires. Il vous a passé quelques détails assez compliqués. Imaginez un petit peu la force nécessaire, rien que pour assumer lui-même son histoire, se regarder dans un miroir et se dire tout ce qu'il a vécu, les sévices qu'il a subis, physiques, corporels, oui c'est pareil, mentaux, et puis les accepter et faire une photo comme ça. Qui a été claquée sur Facebook. Et la force qu'il a eu besoin aujourd'hui pour monter sur scène devant vous, et vous le repartager, et vous faire partager ses émotions, son parcours, sa croissance. Standing ovation encore s'il vous plaît pour Yoann! Come on! Merci.